Hello et bienvenue pour le 126e épisode du podcast Tennis Légende. Je suis Max Zamora, votre hôte, et vous souhaite une belle écoute en compagnie de notre invité Camille Pain. Alors Camille, tu es né le 25 août 81 à Nice, situé entre Menton... Oui, merci de le rappeler. Mais comme Non, je déconne. il y a des milliers de personnes qui écoutent, tu mets 1m62, ça descend au service, tu as 2 grandes sœurs, tu as commencé le tennis à 5 ans dans le club du coin, tu as joué 666 matchs sur le circuit pro de 99 à 2010. Est-ce que tu vas être notre chat noir sur le podcast, Camille? On verra ça. Bon, on va voir. Tu savais que tu avais joué 666 matchs? Non, alors pas du tout. Je suis pas très stat. Je m'y mets depuis que je suis journaliste sportif, mais avant, quand je jouais, pas du tout. Et je Sauf que crois non, tu me l'apprends. La WTA inclut le nombre de matchs sur le circuit ITF, D'accord. alors que sur l'ATP, ils ne comptent pas les... Les challengers, Euh, prennent que les ATP. Alors, je vais continuer de t'apprendre des choses. Tu as été 4 années dans le top 100, entre 2004 et 2008. Bien. Tu as fait une pointe au 61e rang mondial à ton meilleur en janvier 2007. Tu as fait partie du Team Lagardère. Tu te décris comme joueuse de fond de cours qui aime changer de rythme et préfère jouer sur dur. Ton meilleur souvenir en carrière a été de jouer la numéro 1 mondiale de l'époque, Maria Sharapova, à l'Open d'Australie en 2007. Partie de folie que tu perds malheureusement 9-7 au troisième après avoir servi pour le match à 7-6. Cette année-là, tu as aussi perdu 4 fois contre la top 10 Dinara Safina, dont 2 fois de très peu, 7-6 et 7-5 au troisième. Sans compter le 8-6 contre Patty Schneider à Wim. Ça fait beaucoup, Camille, en 2007. Ça fait beaucoup. C'est ça. Tu as quand même gagné 8 titres en simple sur le circuit ITF, dont la moitié aux US. Sur dur. Sur dur. Tu as fait 25 fois tableau final en Grand Chelem. Tu as joué 4 fois en double mixte à Roland avec ton ancien love de l'époque, Arnaud Clément. Exactement. Puis une fois avec Michael Yodra et Gilles Simon. Tu as une superstition qui était d'arrêter de porter une tenue si tu perdais 3 fois de suite avec. Ouais. Tu admirais Amélie Mauresmo parce qu'elle était numéro 1 mondiale et que tu disais que c'était une great person. Dans la foulée de ta retraite sportive, tu as fait un master en marketing sportif à l'ESSEC, s'il vous plaît. Tu as travaillé dans l'organisation de l'ancien Open Gaz de France, l'ancien Open GDF Suez à Coubertin, disparu en 2014, et tu es devenue co-directrice de l'Open de Cagnes-sur-Mer, Alpes-Maritimes, tournoi de préparation à Roland. Tu as été consultant de télé pour Canal et Eurosport, entraîneur au pôle tennis féminin de l'INSEP pendant 1 an. Aujourd'hui, tu es donc maman de 2 garçons, mariée à Andrés Martin, joueur de tennis argentin, qui a coaché entre autres Édouard Roger Vasselin et Stéphanie Foretz. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose à ta présentation? J'avoue que là, je suis scotché. Hein, c'est Ouais, ça va. c'est assez complet quand même. C'est assez Bon. complet. Non, écoute, sinon, il y a juste dans la reconversion où maintenant, je travaille pour Eurosport, on en reparlera Ouais. majoritairement. Et je suis aussi speaker dans des tournois ATP. Et également, je fais des reportages pour la chaîne de la fédération. Donc, je suis reporter sur le terrain maintenant. Ok. Ça évolue année après année. Ah oui, tu as de plus en plus d'émissions. Voilà. Tu joues combien aujourd'hui, Camille? Alors, ça dépend de mon état physique du jour. Non, en fait, on perd pas tant que ça tennistiquement. Par contre, c'est sur l'enchaînement des matchs. C'est-à-dire que, honnêtement, on met les mêmes fondamentaux en place, les appuis, les plans de frappe. Ça, je pensais qu'on perdrait et en fait, non. Ouais. En revanche, je suis capable de le tenir un set. Donc, pour gagner un match, même à un certain classement, il faut jouer. Pas cramper au bout d'un set. On dirait que pas entraîné, je dois jouer à peu près 2-6. Quoi. Et puis si je me réentraîne, je devrais pouvoir rejouer -15. Voilà, c'est assez vite. Je pense, plus ou moins. Est-ce que tu peux nous situer ta progression de non classé à numéro, étape par étape? Tu t'en souviens? Ça, c'est travailler ma mémoire. J'ai eu mon premier classement, je pense, à 10 ans. J'ai fait non classé 30 et j'étais dans un peu les premières de ma ligue. Donc après, j'ai joué les championnats de France assez vite à Blois. Donc il y avait des classements. C'était des classements pour adultes. Il n'y avait pas de classement jeune. Donc moi, je jouais en adulte même à 10 ans. C'est comme ça qu'il n'y avait pas un classement jeune, un classement adulte. Et ensuite, j'ai fait 30-15. Donc j'avais eu la paire Freebox de l'époque dans le Tennis Magazine. Et j'étais là, oui, ça y est. Ma carrière peut être finie. J'ai eu la paire Freebox. C'est la plus grosse montée en classement en France, quoi. Énorme. Donc, j'étais hyper Contrat de Boc à 11 ans. Et donc, j'avais eu un contrat, voilà. Ah là, le kiff. Ça, c'était le kiff énorme. Donc, heureusement que je ne me suis pas assise là-dessus en me disant c'est bon. Et ensuite, j'ai fait 15, 4-6. Après, j'ai continué en équipe de France 13-14 et en parallèle des tournois adultes tout le temps. Ouais. Et en même temps, j'ai découvert l'international avec l'Orange Bowl, moins de 14. Ça a toujours été
les 2 tournois français et internationaux. Après, j'ai dû faire 4-6, 1-6, 1-6, -2, -2, -15 et -15 promo. Et Ouais. puis après, première série, à partir du moment où je suis rentrée dans le top 200, je pense, en qualif de Grand Chelem vers 19 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Quand tu as été 61e, tu étais combienième joueuse française? 8e. Très bien. Donc c'était dur à l'époque, hein, mais c'était Ouais. stimulant aussi parce que, en fait, on avait, une leader comme Amélie, comme tu le disais, moi que j'admire énormément parce que c'est quelqu'un, d'extrêmement humain, avec une sensibilité et qui s'est envoyé de grands chelems et une place numéro 1 mondial. Donc, c'est exactement ce que je pensais du tennis, c'est que chaque individu peut y arriver avec ses compétences et je trouve qu'elle, elle le montrait très bien. Et donc nous, on était derrière et enfin moi, 60e mondial, j'allais pas, me dire: «Ah c'est magnifique ce que j'ai fait» quand on avait Amélie devant. Donc ça nous permettait de jamais se satisfaire de ce qu'on avait et c'est ce qui fait aussi progresser, je pense, quand on parle d'émulation, c'est ça, c'est de se dire: «Bah, moi, je vais pas me prendre pour une autre parce que je suis 60e mondiale» et ça permet d'évoluer, de grandir, en regardant vers le haut et pas vers ce qu'il y a derrière. Et chez les jeunes, tu étais située où, par rapport aux meilleures françaises? Tu étais en quelle, position? Bah, j'ai toujours été, dans les premières françaises depuis petite. Enfin, j'étais en équipe de France quasiment à chaque fois. J'ai pris un peu plus de retard vers, 16 ans. Enfin, «de retard» entre guillemets, c'est que moi, j'avais choisi de rester dans ma structure, familiale à Nice, avec mon entraîneur de toujours et donc j'ai décidé de me débarrasser du bac. Ouais. Donc il se trouve qu'à l'époque, on faisait sauter les classes assez facilement, c'était la mode. Donc j'avais 1 an d'avance, mais qui m'a bien servi pour, tennis parce qu'à 16 ans, j'ai eu mon bac. J'ai envoyé ça et derrière, j'ai pu jouer tout de suite le circuit, alors que les autres étaient en junior. Mes copines qui avaient un rythme classique, elles étaient, à l'INSEP ou au CNE et donc elles ont passé leur bac plus tard. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu décollée de l'équipe de France type, on va dire, à ce moment-là. Mais j'ai eu des points plus vite que les autres parce que je suis restée en France pour, passer mon bac et puis, préparer mon bac. Et donc j'ai été 400 assez vite et puis derrière, j'ai été lancée sur le circuit. Pas si vite Camille, pas si vite. Aïe, aïe, aïe! Je vais trop vite, dis-moi. Heu déjà tu as joué les grands chelems juniors? Non, D'accord. Tu as fait j'ai l'inter joué, Roland, mais j'ai pas joué enfin ceux à l'étranger, ouais. parce que c'était, à l'époque, on jouait pas vraiment vers 15 ans, 14-15 en junior, c'était trop fort à l'époque, alors que maintenant, c'est vrai qu'à 17 ans, on joue plus les juniors quasiment. 17-18, c'est les toutes meilleures en tout cas, alors que nous, à l'époque, c'était une autre façon de faire et c'est vrai que, là, on voit, certaines joueuses, à 17 ans, elles sont déjà championnes, du monde ou pas loin. On voit, Diane ou Clara, elles sont vraiment, aussi tout de suite très fortes sur le circuit pro en gagnant des tournois. Donc moi, j'ai choisi vraiment de jouer en 15-16, et après de passer direct en senior. OK. Pas une petite anecdote chez les jeunes, à Roland quand tu as participé avec des filles qui sont devenues très fortes par la suite, mais quand vous étiez des Bah jeunes? si, non, genre, j'ai une anecdote moi, ça va te plaire. Alors c'est pas, c'était pas à Roland, mais c'était à l'Orange Bowl et donc je suis avec l'équipe de France, c'est sur dur, donc évidemment je joue mieux. Je suis en quart de finale de l'Orange Bowl et il y avait les Dementieva, Dani Lidou, tout ça et je joue, en quart de finale contre Dani Lidou et je suis pas loin de gagner le premier set et c'était des tournois mixtes et là, le joueur, pour qui j'avais un crush à ce moment-là, apparemment c'était, dans l'autre sens aussi et s'est mis au bord du terrain et là, j'ai perdu tous mes moyens et j'ai pris 7-6, 6-0 et donc je me souviens du score parce que je n'ai plus fait un jeu. J'ai essayé d'attaquer, de l'impressionner alors que c'était pas du tout mon jeu. Et donc j'ai perdu en quart, lamentablement, alors qu'honnêtement, j'étais en train de vraiment, faire ce match et pour aller en demi et pourquoi pas aller plus loin. Donc voilà un peu l'apprentissage aussi des juniors, c'est, ne pas regarder qui y a derrière le grillage. C'est beau geste, de pouvoir raconter, mais faut aller au bout. Qui était ce jeune joueur? C'était un joueur, qui s'appelait José de Armas, que tous les Jean-Christophe Forel, connaissaient et c'était un peu le beau gosse du moment et donc les filles étaient amoureuses de lui. Est-ce que l'histoire Il a raconte pas fait vraiment carrière, il doit être adolescent, je sais pas. d'accord, que l'histoire raconte si à la boum de l'Orange Bowl, il y a eu un bisou Camille? Ah ouais! Ouais, il y a dû avoir un bisou à un moment. Bah oui, sinon ça sert à rien. Ah, tu faisais donc partie des joueuses, d'accord, OK, très bien. Non,
franchement, mais ce qui est drôle, c'est que justement dans ma reconversion, je suis aussi capitaine de l'équipe de France Jeune. Donc moi, je me retrouve à encadrer des jeunes filles 14, moins de 14, moins de 16, moins de 18 et que j'accompagne en championnat d'Europe et je me retrouve moi et j'ai l'impression que c'était hier et maintenant c'est moi qui suis finalement la capitaine, celle qui encadre et donc on rigole et je dis les filles, écoutez, c'est top, mais on reste dans le couloir de l'hôtel, interdit. Donc ce qui est rigolo, c'est que je me souviens, moi aussi, on a joué aux cartes, c'était drôle, on avait des petits crushs avec les étrangers, mais ça restait vraiment bon enfant. Et j'ai envie aussi de transmettre ça, que le tennis, si on se met la tête dans le guidon, dès 14 ans, on explose au bout d'un moment. Si on interdit tout, mais après, il faut apprendre aux joueurs à se responsabiliser, à pas faire n'importe quoi, mais à s'ouvrir aux autres. Et à 14 ans, c'est les petits crushs, on joue au Uno, voilà. En tout cas, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point WTA? Quel âge tu avais? Où c'était? Ce que tu as ressenti? Tout ça. Non, alors ça, je me souviens pas. Mon tout premier point, parce que j'étais vraiment jeune, je crois que je devais avoir 14 ans, parce que la WTA avait mis à l'époque, moi je suis de la même année que Kornikova et 1 an de moins qu'Hingis. Et en fait, ils avaient décidé de limiter les tournois pro, parce que pour pas que les parents poussent des toutes jeunes joueuses à jouer 50 tournois à l'année. Donc je me souviens que j'avais 14 ans parce que j'avais pris mes premiers points et j'avais reçu la WTA justement une information comme quoi j'avais pas le droit de jouer plus de 4 tournois jusqu'à mes 15 ans, par exemple. Voilà, donc je crois que c'était en France, qu'il y avait pas mal de challengers en France à l'époque et j'avais pris mes premiers points et j'ai eu un classement assez vite, comme je te disais, en jouant pas mal de tournois adultes. Elle inspirait déjà à ce moment-là, tout le monde voulait lui ressembler. Ouais. Quelle image elle dégageait des jeunes joueuses? Ouais, je me souviens, on était ensemble au Petits As, donc ça remonte. Et elle était déjà poupée russe avec l'attitude qui allait avec. Et j'avais essayé de papoter avec elle comme je papotais avec toi, parce qu'à l'époque, elle n'était pas forcément connue, mais elle n'avait pas été très, très conviviale dans sa manière de me répondre. Je me dis, bah, alors elle... Donc je ne l'ai jamais trop appréciée. Et puis après, elle a explosé. Par contre, j'ai vraiment été agréablement surprise de ce qu'elle avait pu faire aussi rapidement. Mais elle avait déjà une mentalité très particulière, très star system, mais qui l'a aidée à aller aussi haut, à mon avis. Puis après, il y avait quand même sa qualité tennistique qui était incroyable. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas plus joué, parce qu'elle n'était pas que jolie. Elle avait vraiment un instinct et un jeu incroyable. Mais personnellement, ce n'était pas quelqu'un que j'appréciais. Et Hingis rappelait tout, c'est ça? Et Hingis, c'était plus fort que Kornikova. Ouais. C'était en termes de précocité. Donc moi, elle avait 1 an de plus que moi, mais comme elle était extrêmement précoce, elle avait déjà... 3 ans de plus, voire 4. C'était un ovni quand même. Il n'y en a pas eu beaucoup, à part là, peut-être Coco Gauff. Hingis, on a vraiment été dans une tennis féminin, dans une ère aussi assez particulière. Il y a l'ère des garçons en ce moment qui est dingue. Et nous, à l'époque, il y avait Hingis, les 2 sœurs Williams qui venaient de leur... de Dupronx. Il y avait vraiment de tout pour intéresser un public avec chacune leur spécificité, leurs histoires perso. Enfin, c'était assez palpitant, quoi. Il y avait les Russes, il y avait Amélie. Enfin, c'est sympa. On a fait un épisode avec Timea Bazinski qui nous a rappelé sa médaille olympique avec Hingis en double et la manière dont elles se sont un peu rapprochées, comment elles se sont briefées l'une l'autre pendant les matchs. Son récit est incroyable. Elle le raconte tellement bien en plus. Elle dit qu'elle a vraiment appris de Martina. Ouais, alors au départ, Martina ne voulait pas jouer avec Timea, elle voulait jouer avec Bencic, c'est ça, Belinda. Ouais. Et finalement, Bencic, je ne sais plus, se blesse ou ne participe pas. Alors Martina appelle Timea. Timea sent qu'elle est clairement la 5e roue du carrosse, mais elle accepte. Sauf que finalement, elles s'entendent très bien sur le court et en dehors du court. Martina commence à douter en quart et finalement, c'est Timea qui la porte à bout de bras. Et franchement, c'est... Ouais, c'est drôle, hein. Ouais. C'est des belles anecdotes parce que, bien sûr, Hingis, c'est un mythe et d'un autre côté, elle peut avoir aussi des faiblesses dans certains moments et donc c'est sympa à raconter. Clairement. Tout n'est pas ce qu'on croit forcément. Comment tu as vécu, tu as traversé un peu de la jungle des ITF où les conditions sont forcément beaucoup moins bonnes que sur le circuit principal? Comment ça s'est passé? C'est vrai que moi, j'ai été assez rapide, on va dire, par rapport à après je vois des copines ou des copains, je me dis: «Bon, j'ai trouvé ça long», mais en fait, j'ai passé vraiment, on va dire que 2 années pleines, de 18-19, parce qu'après, dès qu'on commence à être en grand chelem, même si on continue à faire quelques challengers, des 50 000, des 75 000 $, ce qui a beaucoup de points, on se sent moins dans ce petit circuit. Et écoute, les challengers, c'est un moment où de grande précarité à tout niveau. On se demande est-ce que
on va se sortir. Moi, je me souviens d'être partie avec mon coach qui s'appelle Eric Brémond, que j'ai pris une fois que j'ai commencé le circuit, avec qui je suis restée quasiment toute ma carrière. On est parti faire des 25 000 $ en Australie. On était 3. Et c'était tellement cher l'hôtel qu'on on allait dans des caravanes parcs avec plein de moustiques. Enfin, on avait loué une voiture, on faisait des bornes. On a monté l'Australie, c'était quand même bien sympa, mais dans des conditions difficiles parce que ça coûtait déjà tellement cher. Et j'avais pas mal joué, mais je crois que j'avais pris 0,25 points au premier, 0,40 au second. Voilà, j'étais revenue avec 1,25 point et dépensé. T'imagines le billet du coach, même partagé, mais les repas. Et là, on rentre en se disant, OK, alors est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Parce que là, ça va pas pouvoir durer très longtemps. Tout en ayant l'impression d'avoir progressé, mais on voit que ça va prendre du temps. Et on se dit, est-ce que l'investissement vaut le coup? La fatigue, enfin, il faut vraiment et croire en soi tout en évitant de voir trop tout de suite, parce que sinon on est démoralisé. Donc c'est vraiment une gestion mentale particulière, ce circuit Challenger. Et moi, ce qui a fait à un moment que j'ai passé vraiment le cap, c'est que je me suis blessée, chose qui m'est pas arrivée souvent dans ma carrière. Je me suis une fracture de fatigue au poignet. Et là, ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour moi parce que j'avais toujours l'habitude de jouer beaucoup de matchs. Et je me suis dit, ah ouais, tant pis, je vais profiter de ce temps-là. Je vais courir tous les jours 10 km. Donc, j'allais dans les vignes tous les matins pendant 3 mois. J'ai fait 10 km donc, en accélérant le rythme, en me mettant des petits challenges. Après, je jouais de la main droite et je m'étais blessée au poignet gauche. Et donc, au bout de 3 mois, en fait, j'ai jamais été aussi forte physiquement. Ouais. Et donc, quand j'ai repris sur des 10 000 $ au Portugal. J'en ai gagné 2 ou 3 d'affilée. Je ne perdais pas un match, mais juste parce que j'avais le même tennis, mais j'étais infatigable. Et c'est comme ça que je suis passée. Parfois, on me dit, mais ça a été quoi le déclic? Je dis, mais c'est tout bête. Hein. C'est juste que j'ai été au-delà de ce que je pouvais faire parce que, comme j'étais blessée, je pouvais me permettre de me pousser un peu plus loin. Je n'avais pas de tournoi qui allait arriver. Et finalement, c'est ce qui m'a permis de passer le cap. Et derrière, tout de suite, je m'étais qualifiée sur un 500 000 $ à Nice et j'avais fait à top 20. J'avais battu Miroslava Vavrinek qui était 90 au dernier tour des qualifications, ça je me souviens. D'accord. Madame Federer, voilà, donc c'était drôle. Et puis, et à partir donc j'ai fait deuxième tour de ce tournoi où il y avait les Williams, où c'était nouveau pour moi. Il y avait des sandwichs et des Kit Kat dans les vestiaires avec la WTA qui nous les kinait. J'étais là, waouh! Je passais 10 000 $ au Portugal et là, c'était bip bip. Il y avait du public dans un palais des sports. Enfin, et là, je me suis dit, ah ben ouais, là, ça y est, j'ai passé le cap. Même si je vais rejouer des challengers, parce que ça ne me posait pas de soucis. Mais on voit quelle va être la vie qu'on a envie d'avoir. Ce qui est dur parfois dans les challengers, c'est qu'on ne sait pas. On nage dans le vide. Et donc, moi, c'est vrai que ça a été heureusement assez rapide. C'est un respect éternel de la famille Federer pour avoir battu Mirka ou pas forcément? Oui, complètement. Non, mais après, c'était drôle parce qu'on se côtoyait, vu que moi, donc, j'ai partagé la vie d'Arnaud Clément un temps et elle était avec Roger. Mais Arnaud avait battu Roger. C'était pas, Roger allait exploser, mais c'était pas encore la légende. C'était dans les années 2001, quoi. Ah, j'étais là. Donc, comme il y avait peu de couples, voilà, c'est ça. Comme on n'était pas beaucoup à être, il y avait Clijsters avec Hewitt et on a l'impression qu'on faisait un peu partie des groupes de joueurs en couple. Donc non, puis on s'entendait bien. Moi, Roger, il est de mon année, donc on se connaissait des juniors pas mal. Voilà, donc c'est vrai que Mirka, on se connaissait bien et donc avec le temps, c'est vrai que maintenant, c'est petit à petit, elle a changé de statut, hein, mais on oublie qu'elle a été top 100 quand même. Ouais. Comment tu avais financé justement ton coach et les déplacements au départ? Au départ, moi, c'est mes parents qui m'ont dit, écoute, on se sent, t'es pas obligé de faire ce métier, mais une fois que tu as ton bac, si tu as envie, on prend de la famille et puis on t'aide, puis on verra jusqu'à quand on tient, quoi. Okay. J'avais essayé d'avoir un peu des sponsors, mais c'est vraiment difficile. Encore à l'époque, il y avait plus de moyens plus de financement que maintenant. Je me souviens, mais les marques, j'avais quand même des primes. J'avais des petits fixes de mes partenaires raquettes, textiles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Alors que j'étais toute jeune et pas encore top 100. Donc aujourd'hui, même des top 100, ils n'ont pas de... alors au début, j'avais Reebok. Après, j'ai eu Adidas. Et vers 18 ans, Lacoste. Et je suis restée Lacoste toute ma carrière. Ouais. Et Lacoste m'a beaucoup aidée avec des systèmes de fixe pour savoir un petit peu comment on va gérer l'année, mais aussi de bonus quand on gagnait, des bonus accessibles. Donc, c'est un vrai accompagnement d'une marque. C'était pas si tu gagnes Roland, on te donne tant. Enfin,
Ouais. Donc, c'était bien, mais au tout début, si j'avais pas eu mes parents, j'aurais pas pu voyager, en fait, ni payer un coach. J'aurais eu les matchs par équipe, mais c'est limité, ça coûte quand même très cher hein, si on veut commencer le circuit. Donc, j'aurais sûrement moins joué. Il aurait fallu que je sois plus efficace sur les tournois, moins tournés. Voilà, ou me blesser assez tôt pour tout de suite gagner 3 10 000 $ et puis après, c'est parti. Après, une fois qu'on joue les grands chelems, dans les 200, il n'y a pas de problème, on se finance sans les parents. Quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous emmener à l'Open d'Australie contre Maria Sharapova et nous faire vivre ce match du premier tour, me dire d'où est sortie cette prouesse parce qu'elle était quand même numéro 1 mondial. Tu sors une grosse partie même si tu perds. Est-ce que tu peux nous faire vivre un peu le match? Écoute, je me souviens très bien de cette année-là parce que je venais de faire demi à Auckland. J'avais fait une grosse préparation hivernale. Donc, encore une fois, j'arrivais vraiment prête au niveau cardio. Et moi, avec mon jeu. La prépa? Pardon? Je l'avais faite à Aix, mais là où j'habitais, mais on est arrivé très tôt en Australie. Ouais. Avec mon entraîneur et Séverine Beltram avec qui je m'entraînais. Et on avait fait une grosse semaine avant. Et je fais demi-finale à Auckland. Je crois que j'avais pu battre Marion. Et je perds, j'abandonne sur Jankovic au bout de 2 jeux parce que je m'étais blessée légèrement. Et je ne voulais pas prendre de risques. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai été 61. Et là, je me suis dit, franchement, là, si je ne prends pas une top 5 au premier tour, là, ce grand chelem, il est pour moi. Je le sentais que je pouvais faire quelque chose. Il est pour moi, ça voulait dire faire une deuxième semaine, faire un 8e. Enfin, voilà, c'était un objectif, pas faire finale. Après, peut-être un jour, ça aurait pu arriver dans une autre vie ou si j'avais continué, mais c'est un objectif à peu près accessible, me dire: «Allez, là, je peux essayer d'aller plus loin». Et là, je regarde le tirage, je dis: «C'est pas possible, peut-être que c'est rien». J'étais là: «Non, c'est une blague». Mais donc j'arrive avec tennistiquement et en termes de confiance, un bon bagage. Ouais. C'était pas la première fois, j'avais déjà joué, à de nombreuses reprises, en Australie ou sur le Vodafone, qui est le Melbourne, Arena, et sur le Rod Laver. J'avais joué Hingis, j'avais joué Serena, donc j'avais pas cette appréhension des 15 000 personnes qui m'attendaient. Ça peut l'être. Au contraire, j'étais, vraiment contente d'aller, affronter ce Sharapova. J'avais un bon plan tactique en place, qui était de jouer au centre tout de suite et de pas donner trop d'angles parce que c'est ce qu'elle aimait effectivement, en revanche, dès les premiers points, j'ai vu que pourquoi elle était numéro 1, elle avait un poids dans la balle et une vitesse j'étais obligée d'être quasiment à genoux à terre pour pouvoir supporter la puissance. Elle fait quand même un 85. Ouais. Moi, je suis 1,62 m. En termes de levier, ses bras, ça va assez vite. Donc je me suis dit: «Bon là, la prépa physique, elle va servir». Tu te mets, hyper fléchi et puis, tu trouves tes zones. Surtout que si tu veux le Et jouer au centre du combat, t'attends un peu la faute, quoi. c'est surtout qu'il fallait tenir les premiers assauts pour l'amener dans ma filière, parce qu'elle joue en quelques frappes. Ouais. Et ensuite ouvrir les angles et monter au filet pour retrouver parce qu'en puissance, j'allais pas pouvoir, bah, la surpasser. Donc il fallait que je sois très précise pour ensuite la faire courir. Par contre, elle courait moins bien que moi. C'était l'objectif et de supporter ses premières frappes et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à rentrer dans le match et à gagner le second set. Il faisait très, très chaud ce jour-là et la WTA avait mis en place la heat roll, donc c'est un indice d'humidité et de chaleur et donc je perds le premier, je gagne le second et donc les gens, quand je suis rentrée, étaient vraiment pour Sharapova. C'est une méga star, au-delà du tennis. C'est une star vraiment internationale du cinéma, de tout et petit à petit, quand je gagne le second, je commençais à voir le public qui commençait à être 50-50 quoi, à m'encourager pas mal. Je suis là: «Bon, ça se prend» et donc là, malheureusement, il y a l'arbitre qui nous dit: «On fait un break de 10 minutes» où on n'a pas le droit de voir son coach, ni de se faire soigner, ni quoi que ce soit, mais on a le droit d'aller au vestiaire, se mettre au frais et moi, je suis restée juste sous l'arche du couloir d'entrée des joueurs parce que j'avais peur d'être à la clim, donc j'ai pas vu où elle était allée. Elle est rentrée et donc moi, j'attends là un peu à l'ombre et là, ça me casse les jambes, mais je me suis dit: «Il y a rien de pire pour moi qui suis un diesel». Donc j'étais là: «Non, mais moi je voulais pas ce break». Mais à partir du moment où il y a une des 2 joueuses qui le veut, on est obligé de le faire et donc elle revient après X temps, avec sa glace, tout ça et là, mais j'avais les jambes complètement tétanisées de fatigue et avec la chaleur et je prends 5-0 mais en 5 minutes. Je pouvais plus courir, plus fonctionner. Là, je me suis dit On est au 2e là? au 3e. Ah, au 3e, pardon. Ouais, D'accord. au 3e set et là je me dis: «Mais c'est dégueulasse» parce que, c'est aussi un sport d'endurance et moi ça me convient pas mais j'ai pas eu le choix
Et sauf qu'au bout d'un moment, mon jeu revient, mes jambes reviennent. Et c'est là où je fais de 5-0, je reviens à 6-5 pour moi. Donc, je gagne 6 jeux d'affilée. Et là, les gens étaient hystériques. Il y avait une ambiance. Puis, il faisait tellement chaud qu'en fait, on était au bout de soi-même toutes les deux. C'est dans des états seconds presque. On se pousse, mais on prend plaisir dans cette souffrance-là, quoi. C'était vraiment, moi, j'ai ce souvenir-là. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir et les gens ont apprécié ça. Et c'est vrai que ça a été une communion particulière. S'il n'y avait pas eu la chaleur, il n'y aurait peut-être pas eu aussi ces vibrations qu'il y avait dans le stade. Enfin, c'était vraiment... et les gens, à la fin, étaient vraiment pour moi. Et donc, c'était un moment assez énorme. Et finalement, je suis à 2 points du match. Elle rehausse dans ces moments-là. C'est ce qu'ont les meilleurs. Hein. Elles ont cette capacité de sortir... je me souviens où je mène 30-0, je suis à 2 points, et elle me cherche slicer coup droit, ce qui avait marché, et là, elle me fait un retour dans la lucarne. Mais c'est pas un hasard, c'est qu'elles se mettent dans un état mental dos au mur, ces filles-là, et elles arrivent à sortir le meilleur. Ce que moi, j'ai pas réussi à faire à ce moment-là. Moi, j'ai gardé mon niveau. Elle a rehaussé, et c'est pour ça que je l'ai pas gagné, tout simplement. Et quand je suis sortie de ce match, alors tout le monde, on nous a dit, mais vous savez, il y avait que vous qui jouiez, parce qu'à l'époque, ils n'arrêtaient pas les matchs. Ils étaient seulement, ils lançaient pas des nouveaux matchs, il faisait trop chaud, mais ils laissaient les parties se terminer. Et comme nous, on a joué très longtemps, il s'est trouvé on était les seuls sur tout l'Open d'Australie à être en train de jouer. Ouais. Donc on m'a dit, mais c'est un truc de fou, dans les vestiaires des gars, de l'ATP, tout le monde est pour toi. Donc j'imaginais, moi, tout le circuit, les coachs, je me dis, mais c'est un truc de fou, parce que moi, je me rendais pas compte, j'étais dans mon petit combat personnel sur le terrain. Et en fait, je me suis rendu compte de la portée de ce match qui a été un concours de circonstances où tout le monde l'a suivi. Comme Maria, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez hautain, elle n'est pas forcément extrêmement appréciée, même si elle s'est bonifiée, je trouve, avec le temps. Ouais. Mais c'est pas quelqu'un qui partage. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais c'était pas... Donc, c'est vrai que la plupart, ils étaient vraiment pour moi. C'est ce qu'on m'a dit après. Moi, je n'en savais rien. Et quand je suis sortie du terrain, donc tout le monde est venu. Et la WTA est venue en me disant... et Sony Ericsson, qui était le sponsor majeur du circuit WTA, a vu ton match et ils veulent te prendre pour une campagne de pub avec Ivanovic et Kirilenko. Énorme. Pardon, qui était top 10 quand même. Et moi, j'étais 60. J'ai dit, vous êtes sûr, il n'y a pas une erreur? Et parce que je n'avais pas vraiment conscience de la portée de ce match, finalement. Ouais. Et donc, je me suis retrouvée à Miami à faire mon shooting pour WTA avec des top 10, quoi. Donc, tout d'un coup, ce match-là, alors que je l'ai perdu concrètement, je suis rentrée, on m'a dit bravo, tout ça. Je dis, j'ai pris Price Money premier tour et j'ai pris 0 points, concrètement. Mais en revanche, ça m'a vraiment... j'ai changé de statut par rapport à la vision qu'avaient les autres joueuses. Ouais. À la WTA, enfin, comme si j'étais passée top 30, quoi. C'était rigolo. Et pas mal de personnes, d'ailleurs, me disaient, tu as été top 30, Camille. Non. Si j'avais pris ce match, oui, par contre, il y avait beaucoup de points. Et derrière, j'avais un tableau qui aurait pu être... en tout cas, juste sur ce match, je crois que je serais passée 40 et quelques. Enfin, il y avait vraiment un gap qui n'était pas énorme. Et donc, c'est pour ça que ce match est un des matchs phares de ma carrière, malgré une défaite qui peut paraître fou. Ce qui prouve que la vie, c'est pas carré, c'est des événements et c'est un énorme souvenir pour moi. Ça a été dur de t'en remettre ou bon, la semaine d'après, tu repars sur un autre tournoi et tu as bien enchaîné? Ouais, non, c'était pas dur parce que je savais que j'avais eu un énorme niveau de jeu et au contraire, ça me montrait ce que j'ai toujours senti. Ouais. Parce qu'on te dit, mais attends, mais pourquoi tu crois pas être top 10? Mais si quand tu joues des top 10, tu tiens pas 2 balles dans le cours et que c'est aussi quand même stratégique, physique. Le tennis, c'est pas que dans la tête. La tête, c'est une partie énorme, mais il faut quand même des capacités derrière pour tenir un niveau. Et je sentais que je commençais à pas être loin parce qu'ayant battu des filles 15, 20 régulièrement, et je me disais, top 10, je commence à sentir que je tiens. Et ce match-là, il m'a juste conforté là-dedans. Et derrière, Coubertin, qui était juste 10 jours après, 15 jours après, une nana qui devait être 30. Et après, j'ai balle de match sur Safina, qui était aussi 2 ou un truc comme ça. Et pareil, je jouais bien, mais avec du recul, ces top 10, tennistiquement, même quand je jouais Patti à Wimbledon, balle de match, et 8 mondiales. Donc, c'est-à-dire que tennistiquement, sur ces surfaces-là, j'avais complètement le niveau pour les battre. Pas forcément d'ailleurs pour avoir les points accumulés, mais pour en faire 4-5, aucun problème. Mais avec du recul, je pense juste que c'est
une espèce de complexe d'infériorité qui était sous inconscient, où je me disais, moi, la petite Camille d'1,60 m qui ne serre pas un caillou, parce que c'est ce que j'ai toujours entendu. On me disait, oh, elle court pas mal, Camille, oh, elle se bat bien, mais bon, la balle, elle avance pas. Et inconsciemment, ça reste dans la tête. Donc moi, je voyais que malgré tout ça, finalement, je ne pouvais pas être des top 10. Ouais. Le tennis, c'est ça. C'est quand on voit Barty qui est numéro 1, elle ne fait pas un 90. On voyait, elle a ses compétences. Et moi, j'ai toujours été persuadée de ça. Mais à force d'entendre et je me disais, en fait, j'étais contente de faire un bon match. Ouais. Et c'est pour ça que je ne les ai pas gagnés. Parce que c'est pas possible d'être content de faire un bon match. Mais comme si moi, petite Camille, je ne pouvais que faire un bon match, mais gagner, non, ça, c'est pas possible. Et je pense parce que d'un moment, on me disait, c'est pas possible, tu as eu 4 fois balle de match, mais sur ces balles de match, comme si la fille me le donne pas, moi, j'allais pas le chercher. Ouais. Parce que comme si j'avais honte d'aller les prendre, parce que j'avais pas le droit de les prendre. Ouais, mais ça, on s'en rend compte après coup quand on arrête, c'est que j'aurais dû travailler. On dit, oui, il faut travailler mentalement. Moi, c'était pas le combat, c'était je savais quoi faire quand j'avais peur, jouer mes schémas, tout ça. Mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin sur tout ce qui est inconscient depuis petit, qui revient dans des moments de pression assez importants. Et je pense que ça m'aurait aidé si j'en avais parlé et que quelqu'un me débloque, vraiment de dire, écoute, non, tu sais tes capacités, vas-y, il n'y a pas de honte à battre une top 10. Vas-y, on va pas rigoler de toi, quoi. Tu as appelé un préparateur mental? Si, alors j'en avais quand j'étais plus jeune et après j'ai fait de la prépa mentale, mais plus sur la gestion de stress. Ouais. Mais au bout d'un moment, la gestion de stress, moi, je l'avais bien gérée, surtout vers 26-27 ans, qu'on se connaît bien, on a déjà fait plein de matchs, beaucoup d'expérience, des grands cours. Ouais. Donc, je commençais à mieux gérer, à être plus agressive, à mettre mes schémas en place. Donc, ça, c'était bon. Mais après, ce sont des ressentis sous-jacents, inconscients, il n'y a que le joueur qui peut en parler. De certaines gènes qu'on peut avoir et qui empêchent d'aller vraiment très très haut. Alors on va me dire, c'était déjà super 60, mais au final, vu ce que j'ai ressenti sur le terrain, c'est pas suffisant. J'aurais jamais dû n'être que 60. Parce que tennistiquement, j'ai bien vu sur le terrain concrètement que je pouvais le faire. Donc après, quand je suis passée un peu en coaching et j'essaye aussi de transmettre qu'il faut peut-être, pour aller très haut, travailler sur des choses qui peuvent déranger, mais qui font il y a le dernier petit palier pour arriver dans les meilleurs du monde, quoi. Bon, Camille, qui nous a parlé de Maria, Dinara, de Patty, il faut que tu nous donnes une ou deux victoires marquantes pour faire la balance. On a besoin. Exactement. Des victoires marquantes, j'avais c'était contre Tatiana Panova, encore une Russe, au tournoi de Nice où elle était 20 et j'étais 280. Et donc, je gagne 7-5 au troisième contre une top 20 et j'avais 19 ans. Donc, c'était quand même ma plus belle grosse victoire à cet âge-là. Et ensuite, j'ai eu plein de victoires sur des 15. J'ai eu Kirilenko, Dani Lidou. En fait, j'étais vraiment très régulière sur le circuit toute l'année. Avec, mais elle devait être même 14. Donc, c'était presque top 10. Mais après le top 10, encore une fois, j'avais ces balles de match, mais ça passait pas. Et en Grand Chelem, j'ai souvent des tirages difficiles, donc j'ai joué ces top 10 souvent en Grand Chelem aussi. Donc, ce qui fait qu'en Grand Chelem, j'ai jamais bien joué. Et surtout que sur terre à Roland, j'avais gagné un match parce que je mettais une pression de dingue et puis mon jeu s'y prêtait pas. Donc, les deux ensemble faisaient que c'était normal que je perde, quoi. J'étais pas bonne. Et donc, après, moi, j'ai eu ces grosses victoires-là sur des tournois vraiment importants. Du circuit, il y avait Dubaï, il y avait Tokyo, j'ai fait plusieurs demi à Tokyo. Donc, Marion qui était, je ne sais plus combien elle était à Auckland. Donc, moi, ma force, c'était de finalement avoir un niveau de jeu constant. Et voilà, jusqu'à top 10, je gagnais vraiment régulièrement. Et après, il y avait ce cap que je n'ai pas passé sur ces nanas-là. Comment tu gérais le fait de, toutes les semaines, ou presque, perdre quelque part à un moment donné, de gérer le fait de, à un moment donné, quoi qu'il arrive, tu es face à la défaite d'une semaine à l'autre? Comment t'encaissais ce sentiment-là? Ça, écoute, c'était pas un problème pour moi. Alors, c'est toujours dur de perdre parce que moi, depuis petite, je suis compétitrice à tout, aux cartes, au ski. Je commençais avec la compète de ski toute petite, donc j'aime gagner. Enfin, je pense que ça, c'est un peu la base de tous les joueurs de haut niveau. Donc, on joue pas que pour le beau geste, quoi. Il y a quand même cet aspect compète qui est très fort, c'est ce que je pense. Après, il se trouve que dans ma nature, moi, j'aime bien quand il y a des problèmes. Enfin, je ne sais pas si tu l'entends, mais c'est un challenge de plus. Et finalement, le fait d'avoir quelque chose à gérer d'un peu dur, j'avais l'impression que j'étais meilleure que les autres dans
cette configuration-là. OK. Et je me disais, mais si les filles, elles mettent 10 jours à s'en remettre, que moi, je mets 2 heures, ben, je gagne du temps. Donc, en fait, j'arrivais assez vite à me remobiliser après un tournoi et j'allais m'entraîner. Et finalement, j'étais compétente dans l'adversité et dans la difficulté. Et je me disais que c'était un atout comme un autre. J'avais pas de service, mais par contre, j'étais assez positive de nature. Donc, je me dis, bah voilà, ça apprend pas dans les livres, mais c'est tout aussi important. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée parce que j'aimais pas être dans le trou. En fait, je disais, c'est bon, enfin, à un moment, le match est fait. Allez, on repart, quoi. Ce qui me rassure, c'est que tu as pris ta revanche sur Danny Lidou, de l'Orange Bowl, junior. Ça, c'est bien. Exactement. Il y avait pas de garçon au coin qui attendait, donc j'ai pu gagner, c'est tout. J'ai vu pendant ta carrière, donc tu as fait 11 ans sur le circuit, tu as gagné 980 663 $. On n'est pas loin du million. Je suis pas loin du million, quoi. Waouh! Avec des saisons qui coûtent, entre 40 et 100 000 $, ça dépend, le coach, la structure, les hôtels, tout ça, Mmh. les impôts. Bon, tu nous as parlé du contrat avec Sony Ericsson, mais en 11 ans de carrière, est-ce que tu as réussi à mettre de côté avec un prize money de ce montant-là? Oui, alors j'ai mis de côté, c'est pas mirobolant, non plus. Pourtant, ouais, j'ai fait quand même, 4-5 années dans le top 100, avec des tableaux de grand chelem. J'ai pas été blessée, à chaque fois. Oui, il y avait quand même, quasiment 2 ou 3 fois moins de prize money que là, hein. Ouais. Il y avait, ça a beaucoup évolué, c'est entre 2010 et 2020. Mais j'ai réussi à mettre de côté, mais j'ai pas flambé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je gagnais bien, je mettais de côté pour, des jours, difficiles où j'allais peut-être me blesser, mal jouer. Donc, il y avait toujours ce côté, je garde un bon matelas, donc je vais pas m'acheter, une voiture à 50 000 €, hein. Donc, j'ai pu, mettre de côté et investir un peu en immobilier, mais, voilà, ça reste quand même, quelque chose d'assez, assez correct. Enfin, c'était pas non plus, des Bah, price money incroyables. ouais. Parce que aussi j'ai eu mon coach, parce que j'étais pas dans des structures fédérales, mais c'était mon choix aussi d'avoir un coach, privé, et la fédération m'a accompagnée, tout le temps en me donnant des wildcards, tout ça. Mais après moi, j'avais, envie de choisir mon entraîneur et beh, je le paye. Voilà, on paye ce choix-là. Donc ce qui fait que j'ai eu beaucoup plus de frais que d'autres, joueurs ou joueuses qui, eux, avaient l'entraînement, justement à la fédération avec, où ils payaient, des petits pourcentages. Mais c'est vrai, quand on est en privé, ben, on paye plus. Voilà. Donc après, c'était mon choix et j'ai sûrement moins gagné tout en ayant gagné le même price money parce que j'ai plus dépensé. Après, j'avais, partagé mon coach donc avec, des joueuses et notamment Séverine Beltrame. Donc ça a permis de aussi trouver de réguler les dépenses Ouais. et ça, c'était vraiment bien, et de pas se retrouver en tête à tête tout le temps avec un entraîneur aussi, d'être à 3, c'était pas mal. Donc, voilà, en termes de budget, ça a permis dans mes meilleures années notamment, de bien mettre de côté et d'avoir pu, quand j'ai arrêté, prendre le temps de choisir vraiment le métier qui allait me plaire. Oui. Parce que pas facile de se dire, ben, le reste de ma vie, je me suis éclatée pendant, 15 ans à faire, un métier difficile, mais qui m'a plu énormément. Pas facile de retrouver quelque chose. Donc je me disais que le fait d'avoir, mis de côté, beh, ça m'a servi à prendre mon temps, à faire, bah, ce master dont tu as parlé justement au début, et puis à pas me jeter sur le premier job qu'on m'a proposé, pour avoir un salaire. Je pense que ça a conditionné aussi mon bonheur d'aujourd'hui au niveau professionnel. C'est que j'ai mis 10 ans vraiment à comprendre, ce qui me plaisait le plus. Alors je suis exigeante, hein, moi j'ai envie de m'éclater et ça a pris du temps, et si j'avais pas eu de côté, bah, j'aurais pas pu le faire. Donc merci le tennis. Le contrat avec Ericsson, clairement, a fait une différence dans ta carrière? Ça t'a permis de souffler un peu? Non, 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 tu sais, j'ai pas eu, forcément, tu vois, de contrat où ils m'ont financièrement plus aidé que les autres, hein. OK. C'est juste que ils m'ont utilisé en image et puis on a eu quelques petits trucs, mais c'était rien Annuellement? d'incroyable. Non, non, non. Après, c'était plus que, en termes d'image, beh, j'avais, aussi changé de câble, donc j'ai eu, des meilleurs contrats aussi avec, mes équipementiers, donc c'est plus ça. Non, après c'est, une carrière, faut vraiment, faut garder la tête froide parce qu'il y a vraiment des moments où on gagne beaucoup, où on se dit, quand ça se passe bien, et après ça peut aller très vite dans l'autre sens. Donc ça, c'est aussi une, gestion quand on commence une carrière, de pas s'enflammer à tout de suite. Puis on est avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent, donc on va au restaurant, ben, on regarde pas les prix, on fait sauf qu'à un moment donné, non, à part d'être vraiment dans le top 20, il faut rester, à son nez, et même pour après, avoir de la marge pour la reconversion. Et alors, qu'est-ce qui t'anime particulièrement aujourd'hui? Tu dis que tu as mis 10 ans à trouver. Ça a été quoi les étapes, Non, clés clé, les qui font en bosser? fait, moi, j'ai toujours, senti que les médias, c'était vraiment mon secteur quand j'étais joueuse. C'est-à-dire que j'avais de super rapports avec,
journalistes de Canal, Eurosport, enfin, ils m'ont vite fait commenter. Enfin, je m'entendais vraiment bien avec eux. J'aimais bien les confs de presse. Ok. C'était un moment, même quand je perdais, j'ai jamais été en défaite d'aller en conférence de presse. Donc, je me suis dit, c'est quand même un secteur qui me plaît. Après, quand j'ai arrêté, il y avait ce master à l'ESSEC et je me disais, mais l'organisation d'événements, ça me plaît pas mal. Je suis assez organisée et je voulais rester dans le tennis, mais pas coacher. Je voulais vraiment voir autre chose et tout en restant dans le secteur que je connaissais. Et donc, j'ai fait ce master en marketing et il se trouve que le marketing pur me plaisait beaucoup moins. Pas un esprit de vente, c'est pas ma façon d'être. Mais par contre, j'ai appris beaucoup. Il y avait beaucoup de développement personnel qui m'ont aidé. Et en parallèle justement de mes boulots derrière d'organisation d'événements, donc je travaillais avec la WTA, avec après l'ATP sur les tournois, donc sur l'orga vraiment global, les partenariats, tout ça. J'ai continué à travailler pour Canal+, et je sentais quand même que l'adrénaline qu'il y avait à l'antenne me plaisait vraiment beaucoup. Et petit à petit, derrière, j'ai passé mon DE parce que je me suis dit, à un moment, il faut que j'ai quand même mon diplôme d'État en tant qu'ancienne joueuse. C'est un peu obligatoire de l'avoir. Je trouve il faut rendre au tennis. Il y a un moment, il y a un besoin. Et il se trouve que ça m'a servi parce que derrière, pour être capitaine des équipes de France, c'est mieux d'être diplômé. Enfin, et là, la fédération m'a dit, est-ce que tu veux entraîner? Donc, je me suis dit, allez, je veux bien essayer, mais toujours avec les médias en parallèle. Et j'ai adoré entraîner. Dans la transmission, c'est génial. On se dit si on peut faire gagner du temps à plein de jeunes joueuses, mais quel bonheur. Moi qui ai quand même galéré pendant pas mal d'années aussi, même si ça allait relativement vite, mais c'est des années sauf qu'au final, c'est vrai que le fait de partir beaucoup, repartir sur des challengers, même sur des grands chelems j'avais plus envie. Et puis, je crois, envie d'être dans les médias parce que c'est ce qui me plaisait au final. Et donc, j'ai arrêté. Et maintenant, pour résumer, je fais que des médias. J'ai beaucoup de boulot avec Eurosport. Et année après année, maintenant, ils m'ont fait présenter des émissions. Je sortais du rôle de consultant parce que je sens que c'est mon domaine. Et maintenant, je me considère complètement journaliste, que je fais des reportages toute seule. Ils me mettent face cam, faire des interviews de hors-terrain. Voilà. Et en même temps, j'ai Jean-François Cojol, qui est directeur de l'Open 13, qui a demandé à ce que je travaille pour lui sur Nice et à Lyon, qui est avant Roland, en speaker. Ça, c'était il y a 7 ans. Je lui ai dit, écoute, j'ai jamais fait, mais je connais que ce que fait Marc Maury. Et il m'a dit, écoute, vas-y. Donc, pareil, je me suis dit, allez, ça me fera du bien pour mon métier de journaliste. Lance-toi. Et donc, j'ai pris mes fiches, j'ai fait comme ça et depuis ce jour-là, j'ai beaucoup de travail en speaker. Déjà, il n'y a pas de femmes. Et le côté speaker, c'est un côté scène, donc il faut arriver à poser sa voix, à parler à 4-5 000 personnes. Donc là, je l'ai fait à l'Open 13 sur une journée. Je l'ai fait sur l'Open de Lyon. Donc derrière, j'interviewe les joueurs. Il y avait Tsonga, Berdych. Donc c'est vraiment quasiment le même boulot que j'avais avec Eurosport, mais c'est moi qui anime. Et maintenant, après 8 ans, je sens que c'est complètement mon secteur aussi, où j'aime bien animer tout ça. Alors par contre, il y a 8-9 ans, je ne me serais jamais vue sur un cours au milieu en train d'animer le public et d'accueillir les joueurs. Et voilà. Donc c'est drôle et j'ai beaucoup de boulot maintenant. Parce que Marc, il est vraiment pris souvent et qu'il y a beaucoup de tournois qui n'ont pas de speaker. Là, j'avoue que j'ai pas mal de boulot. Enfin, j'avais du boulot quand il y avait des tournois. Voilà, donc... Et des fiches et des présentations de joueurs à la Marc Maury? Alors non, parce que là, justement, à Marseille, il m'a dit, Marc, il me dit, il devait partir. Et donc, comme il sait que je le fais, il m'a dit, je te laisse mes fiches. Mais en fait, je lui dis, donne, parce que c'est un mythe quand même d'avoir ta fiche sous les yeux, que tu me donnes de ta main. Je dis, Marc, c'est un mythe dans ce secteur. C'est lui qui a vraiment lancé... côté speaker en France avec l'Open de Lyon à l'époque, à Gerland, tout ça. Et en fait, non, je le fais vraiment différemment. Et finalement, je garde mon rythme, je le fais avec mon feeling, ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc je fais pas comme Marc, pas complètement. C'est trop bien, t'as ta patte à toi et t'arrives. J'ai ma patte à moi et c'est vraiment chouette, vraiment en fait, de faire partie du spectacle et notamment sur les tournois indoor. J'ai fait aussi sur le nouveau tournoi de Lyon et à Marseille aussi, il y avait des jeux de lumière et en fait, ça fait encore plus qu'en extérieur. On a l'impression d'être sur scène et je me rends compte que moi, c'est ce qui m'a toujours plu. J'aurais pu être danseuse ou quoi, je pense que j'aime bien la scène. Ouais, et le fait d'animer, il y avait un spectacle et puis c'est moi qui dansais derrière la fin. Enfin, ça donne vraiment une espèce d'adrénaline de dingue. Je me dis, en fait, c'est ça que j'aime. Alors, c'est flippant, de moins en moins, mais c'est quand même ce que je veux, parce que si je voulais pas avoir peur, je ferais autre chose. Donc, finalement,
J'aime bien. T'as le cœur qui bat à 12 000 quand tu prends le micro et tu te dis qu'il faut y aller? Alors ça, au début, oui. J'avais le micro pas qui tremblait, mais limite. Et là, maintenant, non. Là, maintenant, c'est que du bonheur. Énorme. Et c'est bien quand on arrive à... Au contraire, j'ai juste envie de rentrer sur le terrain, de faire mon boulot, d'accueillir les gens. Enfin, ah non, mais c'est vrai que par contre, je l'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Donc, il a fallu pas mal de tournois et d'années pour ressentir ce bien-être total et plus avoir peur. Donc aujourd'hui, on te demande un discours de mariage, t'es facile, quoi. Tu déroules. Ah non, mais moi, justement, là, au tournoi de Lyon, WTA, le nouveau, qui a été gagné par Kenin avec Caro Garcia. Et le tournoi m'a dit, bah, écoute, il y a un défilé de notre partenaire Ed au village. Et il y avait, je sais pas, 300 personnes. Et j'ai dû animer le défilé, enfin, avec les spots et tout. Donc moi, voilà, si tu as besoin, et je m'éclate. Franchement, alors qu'il y a des gens, ils me disent, mais il faudrait me payer pour faire ce que tu fais, c'est pas possible. Et moi, à l'inverse, d'aller faire des négociations avec des partenaires, par exemple, que j'ai appris en marketing, c'est une tannée pour moi. Je suis pas faite pour ça, je suis pas à l'aise. Donc, je crois il y a le côté financier, combien je vais gagner dans ce métier, mais il y a aussi qui on est et qu'est-ce qui fait plaisir. Enfin, on va travailler toute une vie, enfin une fin de vie, on va dire. Il faut, moi, je pars du principe qu'il faut quand même s'éclater, quoi. Et donc là, je suis contente parce que je m'éclate avec ça. La fédération, là, je fais une série qui s'appelle Tennis Social Club et je vais dans des clubs avec l'équipe de prod et on se marre. Enfin, c'est en mode reportage région et on rencontre des gens, on fait plein de scènes. Enfin, j'accompagne les gens que j'interviewe en faisant plusieurs scènes, plan serré, plan large et finalement, c'est moi qui les drive alors que il y a quelques temps, c'était nouveau pour moi. Mais ouais, d'expérience en expérience, je trouve mon truc et ça m'éclate. Et il y en a vraiment, ça poserait des problèmes. Et puis voilà, on est tous différents. Pour terminer, Camille, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Quel est l'échec qui t'a le plus appris? Ah, c'est dur, ça, il y en a eu tellement. Le plus gros. Le plus gros, je pense, c'est ma défaite contre Patty Schneider à Wimbledon. Parce qu'en fait, j'ai ces balles de match. Je jouais très bien. Après, il s'est mis à pleuvoir. Et là, je me souviens d'avoir attendu qu'elle me donne le match. Je crois que ce moment-là a fait que derrière, dans ma carrière, j'ai quand même switché. Et dans les moments importants, je suis allée plus à l'attaque. Parce que j'en avais marre. J'en ai marre de retrouver ces scénarios. Et les meilleurs, elles vont pas te le donner. Et donc, je menais 5-1, il avait plus. Je dis, mais si j'avais été un peu audacieuse, ça serait 6-1, au revoir au vestiaire. Bah, je pense que c'est des moments où on dit ras-le-bol de reproduire toujours les mêmes erreurs. Le plus bel accomplissement de ta carrière? C'est général ou c'est un match? Général. C'est d'arriver dans un player lounge où il y a Rafa, Roger, Serena, et en fait de trouver ça complètement normal, que ça soit tes collègues de boulot. Ouais, énorme. Ça va? Voilà. Voilà, c'est un accomplissement. Non, mais c'est vrai, de se dire, bah oui, bah, c'est mes collègues. Enfin, je joue après Rafa à telle heure. Ok, bon, sur le terrain, il est arrivé. Bon, on se connaissait un petit peu. Bah, bon entraînement, Camille, allez, ciao. Et qu'en fait, ça soit normal. Voilà. Et là, je me dis, bah, je crois que j'ai accompli quelque chose de sympa dans ma vie tennistique, quoi. Justement, est-ce que tu as une anecdote vécue avec Rafa, Rod ou Djoko en dehors du cours qui est plutôt sympa à raconter? Écoute, non, ça m'en vient pas comme ça. Je te dis, Rafa qui a toujours été très sympa et il y avait pas mal de partage et notamment comme ça sur des fins d'entraînement. Après, on en a tellement des anecdotes parce qu'on vit ensemble. C'est ça qui est assez fort quand tu arrives à être dans le top 100 ou 60, c'est que chaque semaine, tu es dans un player lounge où tout le monde, surtout avant, il n'y avait pas les téléphones comme il y a maintenant, donc il y avait plus de partage et ça jouait aux cartes, comme quand on était jeune. Franchement, non, j'en ai pas une comme ça qui me vient, mais je sais que Roger, plein de fois, il nous faisait marrer. Il y a des trucs que je peux pas raconter parce que c'est entre joueurs, mais où il déconne vraiment sur des trucs. Nous, on se faisait des classements, des plus beaux mecs, des moins beaux mecs, les mecs faisaient pareil. Après, avec Marco Giquel, il disait, bon alors, dans vos vestiaires, ça dit quoi? Voilà, on rigolait bien. Et Rod, il est là-dedans. Je sais qu'il suivait les matchs du TCP, Roger, parce qu'il y avait un de ses potes, Yves Allegro, qui était dans l'équipe. Donc voilà, il y a ce côté, moi, chez Roger, que j'adore. En fait, c'est un grand enfant, c'est un gars génial. C'est un gars qui aime déconner. Alors, il est toujours impeccable, mais en fait, c'est un bout en train. Et moi, j'ai bien ce gars-là, quoi. Sur 10, tu lui mets combien à Roger? Je lui mets 9, pas 10. Ah, parce que de temps en temps, il peut avoir ce petit truc, un petit peu de je suis au-dessus. Mais il peut l'avoir. Il n'y a que Roger qui peut l'avoir. Mais de temps en temps, ce que n'a pas Rafa. Rafa, il est toujours en mode guerrier. Et de temps en temps, il a ce truc de surconfiance. Mais qui fait aussi ce qu'il est. Hein, mais Roger, c'est moi, je préfère le Roger déconne, quoi. Le Roger que j'ai connu et qu'il est toujours. C'est ça qui est génial. C'est qu'il n'a pas changé.
Il n'a pas changé. Et du coup, quand vous étiez avec Arnaud, vous faisiez en sorte de faire une prog commune pour être sur le maximum de tournois en même temps, comme vous faisiez? Oui, on essayait, quand même de faire des progs communes et je sais que souvent, la tournée la plus longue, c'est la tournée aux États-Unis l'été où, Ouais. souvent, il y a 6 semaines de tournoi et on se débrouillait pour qu'après on se retrouve à Cincinnati et souvent un peu au milieu, puis on se retrouve après à l'US. Non, c'est beaucoup plus facile d'être avec un joueur, hein, parce que quand vous avez un compagnon qui est juste, qui doit poser des vacances pour venir vous voir, c'est compliqué. Donc au final, c'était assez pratique et puis sympa là, il y a pas longtemps, je refaisais des cartons et j'ai retrouvé un petit mot, que Arnaud justement m'avait laissé sur un je crois que c'était à Indian Wells, je me souviens du papier de l'hôtel. Il y avait marqué, «N'oublie pas de faire ta récup, bisous à toutes». Il était parti faire son match et moi je venais de finir et c'était trop rigolo quoi. Encore on se rappelle parce qu'on est vraiment, potes et c'était notre jeunesse quoi. C'était sympa et c'était un super partage, surtout que lui il était plus fort que moi et donc il m'a appris par sa rigueur, par tout ce qu'il faisait mais donc c'était un échange sympa, vraiment. On a fait un épisode très cool avec Arnaud. Il nous a refait vivre quelques moments. Enfin, c'était génial. J'ai cru lire que tu avais eu une petite aventure avec David Ferrer aussi. Oui, c'est ça. Tu as ouï dire. Ouais, non, tu vois, ça fait, ouais, juste, 2 aventures en 11 ans, ça va. Mais alors, ce qui m'a fait halluciner, c'est que un épisode avec Julien Jean-Pierre qui me disait que Ferrer fumait 2 paquets de clopes par jour. T'as pas essayé de te faire arrêter? Bien. Ouais. Non, 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 il fumait beaucoup, il était très anxieux et il fumait beaucoup. Par contre, comme il courait beaucoup, en fait, je pense que ça éliminait, tout, mais non, non, il était, assez, anxieux et mais ça a été un super partage aussi. C'était un joueur, qui était très fort, mais très humble. Moi, je suis assez touchée par ça, en fait, par, la simplicité finalement des joueurs au plus haut niveau, que ça soit, Roger ou, d'autres et David, quand on s'est rencontrés, alors ça a été plus qu'un flirt, dans le sens où on était vraiment très proches, on est restés, amis et ça a été une histoire quand même dure. On en a bien bavé tous les 2 donc ça a un peu, aussi, fait chuter quelques performances, après coup Ah ouais. mais c'est vrai que ça m'a permis aussi de découvrir les joueurs espagnols. C'est ça que il était très proche de Rafa. J'avais su que Rafa était avec sa PlayStation en tournoi et tout. C'était drôle et c'est vrai qu'après, Rafa, on est restés, amis et c'est vraiment ce sont des gens, très simples, beaucoup dans le travail, dans le respect des autres, et j'ai passé vraiment une super période, avec David je crois qu'il était, 4 mondial et quand je l'entendais, on a l'impression qu'il n'avait rien fait de sa vie. Enfin vraiment, c'était surprenant. Je enfin, c'est dit: «Mais non, mais je suis le pire, top 4», et ce qu'il disait, il me le disait aussi, hein, c'était pas pour la presse, hein. Ah Je ouais. dis: «Mais c'est énorme ce que tu fais là», donc limite fallait que je lui donne confiance alors que moi j'étais 60 et puis il était 4. Mais c'est un super bonhomme, super, humain, il aurait aimé juste rester dans son petit village de Javia, pas forcément avoir énormément d'argent. En fait, il aimait juste le tennis et était bon à ça. Mais tout ce qui était la vie autour de ça, le star system, il aimait pas du tout. Ah, c'est fou, il dégageait plus de la confiance que l'inverse. C'est marrant, je l'imaginais pas du tout. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce qu'il aimait pas se mettre en avant. Voilà, mais après, par contre, sur le terrain, c'était, il dégageait tellement de choses, par rapport à ses capacités physiques, ses capacités mentales. Enfin, c'était pour ça que le 4 mondial, c'est énorme et il l'a pas volé. Mais après, lui, personnellement, non, d'être une star, ça l'intéressait pas. Enfin, voilà, il était pas du tout à l'aise, là-dedans. Quelle est ta définition de la richesse, Camille? La richesse, je dirais, c'est d'être heureux. C'est un peu basique, mais après honnêtement, 15 ans de carrière, et là 10 ans de reconversion, moi je te dirais que ça. Parce que, ça paraît bateau, mais c'est pas si évident, à mettre en place parce qu'on a beaucoup derrière de tentations, de choix, de personnes qui essaient de vous guider ou en amour ou par rapport au boulot. Dire: «Mais ça c'est bien, mais en fait si ça te correspond pas, ça peut valoir de l'or, tu vas être malheureux toute ta vie». Donc moi c'est ce que je veux enseigner à mes enfants, déjà, suivez et si ça vous plaît, vous risquez d'être très bon dans ce que vous allez faire. Yes. Et même si au début, il y a un petit peu moins d'argent, voilà, que sur d'autres secteurs et pareil pour les couples, en amour, enfin c'est, voilà, je pense qu'on a un temps écourté sur terre qu'il faut pas se planter, quoi. Le temps est compté. Quelle est Voilà, l'expérience la plus c'est incroyable? que ma parole. Ah, Pardon? merci, merci. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie? Alors je dirais, c'est, j'ai fait une, plongée bouteille dans les cenotes qui sont des grottes d'eau douce au fin fond du Mexique. Énorme. J'avais 16 ans, je suis d'une famille de sportifs, notamment de plongeurs, bouteilles. Donc j'ai pas eu le choix et mon père nous a embarqués et ça reste le plus beau souvenir de ma vie. C'est une plongée spéléo, voilà, dans des grottes avec, stalactites, stalagmites, un fil et
Voilà, et on avait l'impression de voler parce que l'eau était tellement pure qu'on sentait pas qu'on était dans l'eau. Ça, je pense que c'est l'expérience la plus belle de ma vie. C'était dans quelle ville du Mexique? C'était dans Yucatan, un peu dans la jungle, pas loin de Chichen Itza. Donc en parallèle du tennis, je faisais des trucs comme ça. Et je remercie mes parents parce que ça aide aussi à se dépasser. Et je pense que ça m'a aidé d'avoir pas mal d'expériences autres dans d'autres sports. Je commençais par le ski, pareil, avec pas mal de compètes et d'émotions fortes. Donc ça aide. Et en tout cas, voilà, meilleure sensation de ma vie, c'est ça. Et il y a le saut en parachute qui est pas loin. J'ai sauté 2 fois. En termes d'adrénaline, ça reste quand même dans mon... Voilà. Et après la naissance des enfants, c'est encore autre chose. Hein, mais voilà, en expérience personnelle, seule, je dirais, voilà, cette plongée dans les grottes. Est-ce que tu bouquines un peu? Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie? Je bouquine et le livre que j'aime le plus, moi je suis très roman historique et c'est La Reine Margot que je relis sans cesse. Voilà. Pourtant c'est violent, hein, c'est pas roman à l'eau de rose, hein, Ouais. mais j'aime cette période et je le relis tout le temps et j'adore le film derrière. J'adore Daniel Auteuil, donc c'est le package, quoi. Très bien. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Voilà. Est-ce que tu as un film référence? Bon, j'ai lu sur ta fiche Wikipédia Gladiateur, donc s'il te plaît, Clairement, c'est Usual Suspect, OK. qui reste un grand basique pour moi, un chef-d'œuvre cinématographique. Et sinon, je dirais Ace Ventura, Pet Detective, parce qu'à chaque fois que je veux revoir ma sœur, 4 ans plus que moi, on se fait des références à ce film. Je me dis, mais attends, maintenant on a 40 piges quasiment. Enfin, moi j'ai 38. Et on se fait toujours nos références à Ace Ventura, Pet Detective, qui a nourri notre enfance. Donc je suis obligée de le citer, quoi. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté? Pearl Jam au Dôme à Marseille, extraordinaire. Eddie Vedder avec un verre de vin rouge sur scène et que des gros hardos. Moi, j'étais au milieu, des barbus à faire des semi-pogo et ils avaient coupé le dôme pour qu'il soit plus chaleureux et c'était le plus grand concert de ma vie, enfin le plus fort. Et d'ailleurs, je dois aller les voir en concert. Ils repassent en Europe là. Je vais à Vienne, en Autriche, normalement en juillet. Ouais. Et bon, là, ça va être décalé, mais c'est pas annulé. Donc, pour essayer de revivre le meilleur concert de ma vie. Et sinon, j'ai un de mes amis, Cyril Mokayesh, qui chante. Et voilà, quand il y a ce que déjà, il chante, c'est à l'époque rock. Il a sorti un nouvel album plus oriental. Mais je dirais que ses concerts sont franchement ouf. Et puis, il y a ce lien aussi. Donc, un des plus grands moments aussi de le voir sur scène, quoi. Quels seraient les mots de la Camille aujourd'hui, coach, maman, heureuse, à la Camille qui ne se laissait pas le droit de battre des top 10? Qu'est-ce que tu lui dirais? De pas se mettre de limites. Au secours, les limites, quoi, se pousser aux fesses quand on sent qu'il y a quelque chose qui retient. Quand on sent qu'il y a un potentiel, mais qu'il y a un élastique qui retient. Et quand on sent qu'il y a pas de potentiel, faut pas forcer, mais on perçoit tous à un moment donné des compétences. Et je dirais à cette Camille-là, mais en fait, si tu sens que concrètement tu peux y aller, allez, coupe l'élastique et arrête de te mettre des limites. C'est vraiment une prise de conscience, hein, et donc moi, c'est ce que je dirais maintenant et c'est ce que je fais maintenant dans mon métier. Quand on m'a dit: «Tiens, vas-y, fais speaker», j'ai coupé l'élastique, quoi, ce que j'avais pas fait en tant que joueuse. Donc quelques années plus tard, on apprend et puis on progresse. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? En fait, il y a très longtemps, j'avais fait quelque chose un peu similaire pour la WTA et il disait justement: «Est-ce qu'il y a une citation ou même Crée ta propre citation. créer ma propre citation». Je disais qu'en fait, j'avais fait ce genre de choses avec la WTA, mais c'était en anglais. J'étais filmée et toute seule dans un studio. Il me disait: «Voilà, quelle est ta citation?» ou «Crée ta citation». Et donc j'avais regardé l'objectif comme ça et j'avais dit: «Just follow your passions». Et tous mes potes s'étaient marrés derrière parce que ça passait en boucle sur WTA. Et donc c'était ridicule, mais d'un autre côté, donc c'est ma citation qu'on doit tous suivre nos passions. Très bien. Ça, à peu près dans ce que je disais tout à l'heure. Trop cool. Merci beaucoup Camille d'avoir Mais de rien. Bon, Ouais, il n'y a aucun problème, on a du temps, hein. Au contraire. bon courage avec les enfants. Merci à toi aussi. Et on est au courant. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Camille. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il vous rappelle des souvenirs en particulier. Pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien. Pour nous aider, tu peux rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 € par mois, soit environ le prix d'une boîte de balles, on te donne accès à des interviews exclusives que l'on ne publie pas ailleurs, des débriefs de matchs, de joueurs pros, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis
Tennis Légende et en soutenant au passage le podcast. Nous, ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien est dans la description de l'épisode et par avance, un immense merci. Pensez aux bouche à oreille aussi des légendes, envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu. Et comme c'est le dernier épisode avant Noël, qui dit fin d'année, dit bilan, mais aussi nouvelle année et nouveaux projets, je vous ferai un épisode débrief dédié. Mais en attendant, c'était fou de courir les 4 grands chelems cette année, les petits as, les ATP Finals à Turin ou encore l'Orange Bowl, tout fraîchement à Miami. Et il y a une expérience extra tennis que j'ai aussi adoré, c'était de présenter la soirée Artengo au micro, sur scène devant 350 personnes. C'était une adrénaline de fou, mais aussi un travail en équipe magnifique que j'aimerais développer en 2024 pour animer des séminaires, des conférences ou autres team building. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à max@tennislegende.fr ou à me souffler vos idées sur LinkedIn ou Insta à Max Zamora, Zamora. Je réponds absolument à tout le monde. Voilà, j'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous.